On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionnite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Chers agents du changement, bonjour. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour un nouvel épisode des mots de la transfo avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Anne-Sophie. Bien évidemment, nous sommes à distance aujourd'hui dans la perspective d'un déconfinement prochain. Et dans la perspective de ce déconfinement, nous voulions nous adresser aujourd'hui particulièrement aux dirigeants d'entreprises qui réfléchissent depuis quelque temps déjà à la façon dont ils vont bien pouvoir reprendre leur place demain dans leur entreprise. On peut voir depuis quelques semaines une véritable défiance de la population française à l'égard de ses dirigeants politiques et parallèlement à ça, finalement, des attentes de sens qui se reportent de plus en plus vers leurs dirigeants d'entreprise. Guillaume, c'est ce que vous constatez, je crois, au quotidien avec les dirigeants que vous côtoyez. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'attentes, encore plus qu'avant, sur la question du sens. Mais le sens, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait peut-être commencer notre discussion par là. Dans pas mal d'organisations, le sens, c'est, de manière très opérationnelle, c'est le lien entre l'action au quotidien et la stratégie. Pour les personnes, les individus, c'est souvent la question de l'impact de l'action professionnelle et comment cet impact va au-delà du monde professionnel. C'est toute la question de la responsabilité sociale et environnementale. À quel point ce que je fais peut avoir un impact au-delà de vendre des produits et des services. La question du sens aussi pour les gens, c'est beaucoup à quel point les relations que je peux avoir avec mes collègues, avec mon manager ou même avec le dirigeant me nourrissent émotionnellement et intellectuellement. Et puis, il y a une dernière chose, finalement, le sens, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et c'est souvent ce qui est invoqué, c'est l'absence de sens qui questionne sur est-ce que je dois rester dans ce poste-là. Et vous parlez de questionnement, mais ce qu'on a traversé, ce qu'on est en train de traverser et ce qu'on se prépare à traverser, ça nous pose tout un tas de questions. Et face à toutes ces questions, notre tentation, c'est d'essayer de se dire des choses et donc du coup de croire en de nouvelles choses. Et dans ces croyances, il y en a qui nous sont utiles et il y en a certaines qui peuvent nous limiter. Qu'est-ce que vous observez comme croyances limitantes qui ont commencé à émerger là chez les dirigeants que vous accompagnez? Je pense il y a pas mal de croyances limitantes. Peut-être dans un premier temps, ce serait important de dire que tous les dirigeants sont au front. Il n'y en a pas un qui est épargné parce que la situation est quand même très particulière. Somme toute, pour les questions parfois de protection personnelle, pour des questions d'accès à l'information, pour les questions aussi finalement de tensions qui sont difficiles à exprimer, il y a pas mal de croyances qui deviennent relativement limitantes. La première qu'on voit souvent dans les structures qui sont plus anciennes, c'est de se dire que en fait, bientôt on va pouvoir revenir exactement à ce qu'on faisait avant, à la fois en termes d'organisation, mais aussi finalement en termes de gouvernance, et peut-être même en termes de marché. On sait qu'il y a une crise économique qui arrive, mais finalement, même si on sait que ça va prendre du temps, on va pouvoir y revenir. On va faire comme avant. Finalement, aussi, dans une croyance qui est très, très, très répandue, c'est, avec le confinement, bah, les gens se sont habitués à moins travailler et il va falloir, remettre au centre, la valeur travail. Les gens, ils ont plus envie de travailler. Bon, il y a quelque chose qui est assez fort aussi, c'est finalement après le confinement et la difficulté que ça représente, on a tous envie de beaucoup fêter. Je suis pas certain que ce soit complètement ça. C'est pas que la question de sortir du confinement et puis de dire du coup c'est derrière nous, c'est un mauvais souvenir. Beaucoup de difficultés personnelles, professionnelles se sont exprimées émotionnellement, physiquement, beaucoup de charges. Euh, Dire qu'on va simplement fêter la sortie du confinement, ce serait peut-être un peu facile. Dans les autres croyances, il y a cette idée que mes employés ont besoin d'être rassurés et donc il faut que ma communication elle soit extrêmement rassurante. Pour beaucoup, rassurant, c'est être aussi un peu infantilisant. Des fois ça se dit, des fois ça ne se dit pas, mais c'est souvent un peu comme ça que c'est incarné. Les collaborateurs sont des adultes. Et puis il y a quelque chose qui est assez fort parce qu'il y a une crise économique qui commence à poindre mais qui n'est pas encore là. Somme toute, l'ensemble des DRH est déjà sur le qui-vive.
finalement, après la crise, c'est un peu le retour des gilets jaunes. Les syndicats vont être encore plus à jouer la question de la lutte des classes. Peut-être, je ne sais pas, mais ça me paraît limitant parce qu'aujourd'hui, il va falloir plutôt se mettre dans des réflexions communes de façon à pouvoir construire les plans de sortie, des plans de sauvegarde, la façon dont on va devoir réinventer nos organisations, l'activité et la façon de déployer cette activité. Merci Guillaume. Je voudrais revenir sur la première croyance que vous évoquiez, qui est qu'on reviendrait à une organisation qui était la nôtre avant le Covid. Bon, je pense qu'on est assez sensibilisé en ce moment en écoutant les médias sur le fait qu'il y aura un monde d'après qui sera différent du monde qu'on a connu avant. Pour ma part, j'ai encore des difficultés, je crois, à intégrer ça. Est-ce que vous pouvez remettre en lumière les éléments fondamentaux qui vont bouger? À l'évidence, il y a la place de la famille. C'est la première fois qu'on passe autant de temps en famille, enfermé à la maison avec les enfants, avec son conjoint. Du coup, il faut composer des organisations, des emplois du temps. Ça change fondamentalement la donne. Après, il y a la question de cette peur. Il y a une peur qui est quand même parfois dite, parfois non dite. Il va falloir gérer la sienne, mais aussi accepter celle des autres. Il y a une menace qui est invisible. Il y a un rapport à la maladie et à la mort, du coup, qui est assez différent d'une personne à l'autre et qui est souvent tu dans les organisations. Et puis fondamentalement, parce que toutes les règles du quotidien ont changé, vont changer, il y a une tension vis-à-vis de la présence des autres, la présence physique des autres. Ça va ressembler à quoi de faire un meeting masqué? Bon. Donc, quand vous dites que c'est quelque chose qui n'est pas évoqué dans l'entreprise ou qui n'était pas évoqué dans l'entreprise, vous pensez que ça va le devenir pour pouvoir justement appréhender la peur des uns et des autres? Alors oui, je pense. Déjà, assez simplement, le rapport à la famille, tout le monde fait des meetings en visio. Je pense que tout le monde est au courant de qui a des enfants, qui n'en a pas, pourquoi, comment ça se joue à la maison. Tout le monde, même si on met des fonds d'écran, parfois connaît l'intérieur des autres. Donc déjà, ça transparaît, on est obligé d'en parler. En tout cas, on a un accès à ça. Sur la question de la peur, les dirigeants ne sont pas tous extrêmement bien armés pour pouvoir l'aborder. Et puis, c'est qu'il faut gérer sa peur personnelle. Ici, ce n'est pas simplement une question de posture, d'accompagner une vision, etc. C'est aussi une peur physique personnelle. Du coup, il va falloir en parler. Et ce qu'on évoquait juste avant, les croyances, c'est pas la question de fêter le déconfinement. Ça va être la question que la parole soit suffisamment ouverte pour qu'on puisse accueillir l'ensemble des émotions qui ont été vécues pendant ce confinement. Parce qu'il va falloir les nettoyer, de façon à ce qu'on puisse reprendre une vie. Dans cette capacité-là, il y a cet ensemble informel qui va être complètement bouleversé. Il n'y a plus d'open space, il n'y a plus de machine à café, il n'y a plus de place de village. Il va falloir inventer un nouveau mix pour la convivialité, un nouveau mix numérique et physique. Et puis finalement, et là on est vraiment dans l'action du dirigeant, l'incertitude est tellement forte que c'est impossible d'avoir une stratégie claire. On parle beaucoup d'incertitude, on peut faire des mouvements tactiques, mais il y a beaucoup d'options. Donc on peut tracer des lignes de force avec des options, mais développer une vision stratégique paraît quelque chose d'un exercice assez vain en réalité. Donc, si je pense notamment à cette vision amputée par l'incertitude, comment est-ce qu'on fait pour retrouver un leadership quand on n'a plus cette vision? À très court terme, il va falloir remettre en route la machine de production. Les organisations vont devoir s'adapter. La plupart des DRH préparent à devoir gérer des phases de restructuring relativement intenses. L'organisation du télétravail, du travail va changer. Je vous renvoie aux annonces du Premier ministre hier. Tout ça va évoluer. Les indicateurs de performance vont aussi devoir s'ajuster. On n'est pas dans le même niveau aujourd'hui et dans 6 mois qu'on l'était il y a 1 an. Déjà, les dirigeants revisitent leur gestion. Et par la suite, c'est tout un pan de leur capacité à diriger qui va devoir s'adapter. Comment on organise une gouvernance pour toutes les boîtes dans lesquelles il y a l'habitude d'avoir des codires sur une journée? Mais qui peut imaginer aujourd'hui une journée à 10 ou à 15 en visio? Physiquement, c'est très compliqué. Ça donne surtout des annonces descendantes, mais pas beaucoup plus. Et tout à l'heure, je vous ai entendu dire, et je partage complètement, il faut éviter de vouloir être dans une posture avant tout rassurante. Malgré tout,
comment est-ce que le leader aujourd'hui, il peut quand même prendre soin? Effectivement, il y a cette question du prendre soin qui est assez fondamentale. On disait qu'il faut accueillir les émotions, ce que les familles ont vécu, ce que les couples ont vécu, ce que les parents vis-à-vis de leurs enfants ont vécu, personne ne va en ressortir indemne. Est-ce que ça fait partie du champ professionnel ou pas? Si on considère la question des risques psychosociaux, ça se joue toujours un bout dans l'entreprise et un bout dans la partie personnelle. Donc là, factuellement, on a tous vécu quelque chose qui était assez intense. Il va falloir accueillir ça. Il y a des dégâts qui sont plus ou moins profonds en fonction des conditions de confinement aussi. En fonction, on évoquait, du rapport personnel à la maladie et à la mort. Il y en a qui sont plus ou moins stressés par rapport à ça. Il y a pas mal de boîtes dans lesquelles les services sociaux et les coachs internes sont complètement débordés, simplement débordés. Le leader va être aussi celui qui est en capacité de retrouver une cohérence, un lien social, un lien humain. Et en termes de leadership, moi, j'ai une image qui me vient, mais pour moi, ce déconfinement, c'est aussi toutes ces énergies contraintes par l'enfermement qui vont du coup, du jour au lendemain, se relibérer. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour un dirigeant? C'est vrai que face au confinement, il y a différentes tactiques qui s'organisent. Il y a ceux qui sont un peu paralysés pour la question de la peur, pour la question de l'organisation à la maison, et puis il y a tous ceux qui ont absolument besoin, au contraire, de se mettre encore plus en action. Et les cerveaux qui bouillonnent, vraiment, la créativité déborde aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? On voit bien aujourd'hui, au travers de nos accompagnements, que ceux qui mettent ce bouillonnement qu'on évoquait au service du collectif sont en capacité de préparer une suite avec quand même une certaine forme d'ambition. Ceux qui misent sur la performance individuelle voient beaucoup les écarts se creuser et un leadership qui souvent n'arrive plus du tout à s'exprimer. Et ça, c'est vrai dans les petites organisations comme dans les grandes. Très clairement, il y a cette question de la co-construction, en fait. Avant, et encore pour plein de personnes, ça passait pour un dogme un peu à la mode, il faut absolument faire du co tout le temps. Aujourd'hui, c'est une partie de la réglementation à venir. Les modalités de négociation avec les partenaires sociaux, les accords collectifs vont changer la donne. Les cabinets d'avocats en parlent, mais comment on va faire vivre ça dans une crise économique dont l'ampleur promet d'être majeure? Le co n'est plus une option, le co est une obligation, presque légale, bientôt légale. Comment on va s'organiser pour faire ça? Ce sera aussi le leadership qui mettra en capacité ses équipes à être ça. Et comment est-ce qu'on va faire ça avec la question du télétravail et de ce que ça peut générer comme difficulté à voir qui est réellement mobilisé ou pas mobilisé là. Pour ça, la question de la confiance, c'est un peu au cœur du sujet managérial en ce moment. C'est vrai que dans la plupart des organisations, ça a été ça le sujet. On veut ou pas du télétravail parce qu'on considère que les gens qui sont en télétravail veulent faire des journées plus petites, qu'on ne peut pas être aussi efficace parce qu'on n'est pas dans l'ambiance du bureau, qu'on n'a pas accès à ses collègues, du coup il y a un tac au tac qui ne peut pas se gérer, qu'on n'a pas tout à fait accès au même niveau de données. Bon, ok, je pense que ça on est un peu passé, même si tout le monde se considère en conditions dégradées, le télétravail n'est plus une option, donc il va falloir apprendre à vivre avec. Bon, ça devient une évidence, même si, on en parlait tout à l'heure, certains sont encore dans ce truc de on va pouvoir couper. Le fond, c'est que dans la crise, les phénomènes d'investissement et désinvestissement, simplement, ils s'amplifient. Et c'est bien ce qu'on voit encore au quotidien. Ceux qui étaient déjà très engagés avant le sont encore plus, ceux qui ne l'étaient pas le sont potentiellement moins. En fait, c'est surtout que la relation avec leur père et leur manager était déjà dégradée. Donc, bon, on a juste amplifié un peu le phénomène. Mais moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, et si on parle des dirigeants, c'est que la question miroir peut aussi et complètement se poser. En fait, avant, il y avait déjà cette sensation que les dirigeants pouvaient être un peu déconnectés dans leur tour d'ivoire. Maintenant, et je parle d'une projection, hein, dans le confort protecteur d'un confinement cossu, comment le dirigeant peut maintenir le lien avec sa communauté managériale? Comment être parmi le monde au travers d'un écran? Dans mon expérience d'accompagnement, c'est la qualité de la relation qui permet de questionner l'ensemble des indicateurs de la confiance, de pouvoir partager les enjeux, de pouvoir partager et approfondir ce qui est vrai pour les équipes, ce qui est vrai pour les services. C'est la qualité de la relation qui permet à un dirigeant de mobiliser, mais aussi d'être questionné sur pourquoi ces actions elles sont cohérentes avec la situation et l'ensemble des incertitudes qu'on évoquait tout à l'heure. Donc finalement, c'est quand même surtout la relation qu'un dirigeant entretient avec son codir
qui peut lui permettre de transmettre une forme de confiance et donc un allant avec toute son organisation. La confiance, elle se joue en télétravail sur aussi les dirigeants. J'avais une question qui me brûlait la langue. Est-ce que vous êtes en train de dire que si la qualité du dirigeant avec son codir est assez forte, il peut passer en full remote, le dirigeant? C'est une vraie bonne question. Bon, probablement on le disait, tout le monde va devoir s'adapter et donc faire avec aussi le numérique. Après, ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que simplement un webinar, un chat un vendredi matin, c'est quand même encore un peu moins efficace qu'un bon town hall du vendredi où on est devant toute une population, tout un service, et on est capable de transmettre quelque chose. Le chat ou la visio, c'est un peu compliqué. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de comment vont-ils physiquement pouvoir reprendre leur place. Je pense qu'en premier niveau, ça va être comment on va réinventer les rituels de direction, des rituels de pilotage stratégique, notamment en période de crise. Quand elle était aiguë, les codires se voyaient tous les matins ou tous les soirs, parce qu'il faut prendre une décision et il faut être vraiment très rapide. Mais en réalité, c'est souvent un tour de parole ou un monologue, parce que c'est compliqué d'interagir fluidement quand on est en visio. À la fin, c'est assez descendant. Du coup, je pense, et c'est ce qu'on vit, qu'il va falloir reconstituer des cercles stratégiques plus petits, de façon à favoriser des échanges de qualité. Alors oui, il y a un effet qui est pas que positif, qui va être plus de cloisonnement, mais c'est aussi l'occasion de garantir la possibilité du rebond et de la création. Donc il va falloir des cercles, mais qui soient multiples, de façon à couvrir la même surface décisionnelle, avec cette complexité demain qui sera de comment on va les coordonner. Et c'est pour ça que c'est toute cette question de la gouvernance qui finalement est à questionner et à re-questionner. Comment on va réorganiser la prise de décision, l'élaboration stratégique. Comment est-ce qu'en tant que dirigeant, si j'accepte de cette création de cercle auquel je ne pourrais vraisemblablement pas participer de façon systématique, je m'assure d'être suffisamment en contrôle de la cohérence de l'ensemble des actions qui vont être mises en œuvre, sachant, étant donné qu'il n'y a pas de stratégie réellement définie. Mais là, contre-intuitivement, dans une phase où on demande aux dirigeants d'être toujours plus à distance, toujours plus à hauteur, de ne pas se laisser embarquer dans l'empathie ou la peur ou autre, contre-intuitivement, il va falloir encore plus se reposer sur leurs émotions pour produire les meilleures réponses dans un contexte où, on l'a dit, aucune projection n'est possible, en tout cas aucune projection n'est fiable. Et quand je parle d'émotion, on ne parle évidemment pas de peur ou de profonde sérénité, je parle du sentiment profond avec lequel on ne peut pas transiger si on regarde en face. Je parle de la fonction primaire de l'émotion, qui est de scanner une situation, une relation. C'est plus j'ai peur, j'attaque ou je fuis. C'est finalement, est-ce que ce collectif résonne ou pas? Est-ce que je ressens que cette personne peut m'aider, me donne envie de construire et d'imaginer un futur abondant? Il y a quelque chose de bien moins intellectuel ici, puisque le cerveau est coupé d'une partie de sa capacité, en tout cas une partie de ses informations. Il va falloir jouer avec autre chose. Et c'est donc cette partie de connexion émotionnelle. Au service de l'intuition, c'est ça? Au service de la capacité à comprendre avec qui je peux travailler pour construire le futur. Parce que finalement, le futur est incertain. Par contre, avec qui et on a été beaucoup dans la métaphore guerrière, mais avec qui je pars à la bataille, à côté de qui je reste assis, qui je maintiens à côté de moi. C'est cette puissance de la relation qui est nécessaire à maintenir. Dans la phase d'incertitude, il faut que je sache sur qui je peux compter. Donc, ce que vous dites là, c'est que finalement, si vous êtes dirigeant, comment reprendre votre place, on est en train de se dire que c'est principalement en revisitant ces relations de façon différente qu'il va réussir à le faire, c'est ça? Il y a revisiter la manière dont je vais mesurer, sentir la fiabilité des personnes avec lesquelles je suis. Et il y a revisiter la façon dont je vais interagir avec ces personnes-là. Il y a la relation et puis il y a ce qu'on en fait. Maintenant, paradoxalement, alors que la pression et les demandes viennent de tous les côtés, il va falloir plus que jamais s'extraire pour se mettre en réflexion et pas en action. C'est complètement paradoxal avec ce que je viens de dire. Mais l'idée, c'est le dirigeant est garant de la cohérence et d'une vision d'ensemble.
Alors, c'est pas tant me mettre en réflexion sur pourquoi, comment, uniquement le futur, mais avoir une visibilité et une attache suffisamment profonde aux personnes, aux équipes, à ce qui se joue, pour s'assurer que la coordination et la cohérence soient maximales. Il faut que je garantisse cette capacité à façonner la cohérence. Guillaume, pour conclure ce podcast, j'aimerais que tu puisses avoir un message très clair vis-à-vis des dirigeants qui nous écoutent. En tant qu'accompagnant, quel serait votre conseil de travail pour un dirigeant? Sur quoi il doit travailler pour reprendre sa place demain? Les logiques de projet, de service vivront toujours. Mais ce qui est sûr, c'est que plus personne ne pourra jamais faire l'économie de penser que ces logiques sont basées sur des relations. Des relations de personne à personne, d'équipe à équipe. C'est ce qui permet de construire, de produire et d'amortir les chocs. Cette relation, elle doit plus que jamais décrire sur qui et sur quoi je peux compter, sur quelle équipe je peux me reposer, et surtout quelle organisation tient la charge de cette percussion. Donc maintenant, à chaque dirigeant de trouver comment insuffler dans son management, dans la culture de son organisation, cette logique relationnelle. Comment on va la penser, comment on va la ressentir, comment on va s'en servir comme levier, et parce que ce sont des dirigeants qu'il faut monitorer, comment on va l'objectiver. Merci Guillaume. Et avant de nous quitter, puisque notre podcast s'appelle Les mots de la transfo, avec quels mots inspirants est-ce que vous avez envie de laisser ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Je pourrais citer Jacques André, de tête comme ça. C'est peu importe le détail du roman familial, seul compte véritablement l'écriture de l'histoire. L'idée ici, c'est de se dire qu'il y a un événement extérieur qui a tamponné l'ensemble de la société, de nos sociétés, de nos organisations. Maintenant, il va falloir reprendre la main. Comment on écrit une histoire, comment on se met dans la continuité, et en même temps, comment on ouvre un nouveau chapitre. Il va falloir l'écrire, se mettre à table ensemble. Merci Guillaume. Rendez-vous donc à la sortie du premier tome de La Nôtre. Merci Anne-Sophie, merci. Allons-y. Je crois que l'écriture est là. À très vite. À bientôt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticile.fr ou notre page LinkedIn Verticile Conseil.